Donc je continue sur nous en étions toujours à la demande d'asile. Une innovation dans la loi qui concerne le droit au travail des demandeurs d'asile. Donc ce sont les dispositions de l'article L744-11. L'accès au marché du travail est autorisé, c'est-à-dire qu'on peut demander à travailler en tant que demandeur d'asile si l'OFPRA n'a pas statué dans les 6 mois. Avant, c'était 9 mois. Donc ça, ça peut être considéré comme une avancée. Il y a des députés qui nous ont présenté ça comme une avancée considérable. Je ne suis pas forcément tout à fait de cet avis parce que je vous rappelle que ça suppose que l'OFPRA n'a pas statué, puisque là on dit bien accès au marché du travail autorisé si l'OFPRA n'a pas statué dans les 6 mois. C'est pas si la procédure d'asile n'est pas terminée dans les 6 mois, c'est bien si l'OFPRA n'a pas statué dans les 6 mois. Or, en pratique, l'OFPRA il statue quand même si la Cour nationale du droit d'asile, elle a du mal, l'OFPRA statue quand même relativement rapidement. Et de toute façon, ça n'est pas véritablement un droit au travail, car il faut une autorisation de la directe. Et donc, autorisation de la directe, ça veut dire que la situation de l'emploi peut être opposée. Donc, c'est une possibilité, mais il faut faire attention parce qu'on peut aussi provoquer des désillusions en faisant croire aux demandeurs d'asile qu'ils ont la possibilité de travailler, mais c'est sous des conditions qui sont quand même singulièrement restrictives. C'est l'ancienne inspection du travail. C'est la direction régionale, je ne connais plus les... Voilà, c'est elle qui statue sur les demandes en matière d'autorisation de travail. Voilà, c'est l'administration, c'est l'État. Je vous propose maintenant d'aborder la partie titre de séjour. Puisqu'on a quand même pas mal parlé de la demande d'asile. Alors, en ce qui concerne les titres de séjour, vous avez des dispositions, on va les mentionner, puisqu'il y a quand même quelques dispositions qui sont un peu favorables. Donc, je vous en fais part concernant les titres de séjour pour les personnes qui obtiennent la protection subsidiaire. Donc, protection subsidiaire, je le rappelle, c'est quand on n'a pas le statut de réfugié, mais on a quand même droit à une protection, notamment lorsqu'on est victime, on est en provenance d'un pays en guerre. Donc, exemple type, les Syriens, dans leur très grande majorité, n'ont pas obtenu le statut de réfugié, mais ce qu'on appelle la protection subsidiaire, précisément en raison de la situation de violence généralisée qui frappe de façon indiscriminée les populations civiles. Et protection subsidiaire qu'on obtient aussi d'ailleurs assez souvent pour les Afghans, pour les Somaliens ou les Soudanais. En tout cas, les Soudanais dans certaines régions et en particulier au Darfour. Donc, protection subsidiaire. Avant, on avait un titre de séjour 1 an plus 2 ans. Désormais, c'est 4 ans. Donc, on passe à 4 ans. Et vous avez aussi une disposition qui concerne les apatrides. Je vous en parlerai après parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur les apatrides. Et donc, apatride, désormais, 4 ans. Alors, ça ne concerne pas forcément beaucoup de personnes, nous y reviendrons. Des facilités sont données aussi pour les membres de famille de personnes qui ont déjà obtenu le statut de réfugié. Donc, là, je simplifie. Les membres de famille d'une personne réfugiée qui réside en France ont droit à la carte de résident en première admission. Vous allez me dire, mais ce n'était pas le cas avant. Eh bien non, ce n'était pas forcément le cas avant. Donc là, c'est quand même plutôt un progrès. Et donc pour les membres de la famille, donc je dis bien les membres de la famille d'une personne qui a déjà obtenu la carte de résident, on facilite l'accès à la carte de résident et en particulier, on n'exige pas qu'ils soient, eux, en situation régulière, qu'ils soient même entrés de façon régulière sur le territoire français. Donc ça, c'est une facilité, un progrès qu'il faut noter et il faut s'en réjouir. Alors famille, c'est au sens strict. C'est voilà, c'est famille, c'est voilà, c'est les conjoints et les enfants majeurs. Comment ?
Alors, les ascendants, je crois pas. Non, 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 non. Enfin, quand je dis famille au sens strict, hein, c'est, voilà, conjoints, principalement, les conjoints. Comment? Les enfants majeurs, écoutez, je ne suis pas certain que ça concerne. Il faudrait que je vérifie. Si vous voulez bien, je vérifierai. Je ne suis pas certain que ça s'applique aux enfants majeurs. Je vérifierai. Si, attendez, pardonnez-moi. Si, oui, parce que j'ai le cas récemment, là, où ça s'applique. On a un exemple récemment, là, je viens d'avoir, j'ai en tête là une personne qui vient d'être majeure. Ses parents sont réfugiés. Et on va précisément invoquer les nouvelles dispositions de la loi pour essayer d'obtenir une carte de résident. Donc, voilà, vous avez la réponse, conjoint, enfant majeur, ça peut fonctionner. Voilà. Droit au séjour à faire valoir pour les personnes qui font une demande d'asile. Nous avions évoqué déjà auparavant, je me souviens, cette possibilité pour une personne qui est en demande d'asile de faire en même temps une demande de titre de séjour. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt ? Si, parfois, ça présente un intérêt, notamment ça pouvait présenter un intérêt pour les personnes qui sont soignées, donc pour les étrangers malades. Là encore, ce qui avait été avancé par certains, notamment des députés comme un progrès, est en réalité un peu un piège, parce que la loi consacre cette possibilité de faire une demande de titre de séjour en même temps qu'une demande d'asile. Donc avant, dans les textes, vous n'aviez rien. Mais ce n'est pas parce que vous n'aviez rien que ça n'était pas possible. Donc la préfecture nous avait opposé le fait que ce n'était pas possible. Il fallait choisir, soit on fait une demande d'asile, soit on fait une demande de titre de séjour. Et nous avions soutenu le contraire, que c'était tout à fait possible, et le tribunal administratif d'ailleurs nous avait donné raison en disant si, vous pouvez faire à la fois une demande d'asile et une demande de titre de séjour, puisque rien ne vous l'interdit. Désormais, la loi le prévoit et consacre ce principe, cette règle. Vous allez me dire, c'est une avancée, et non, pas tant que ça, parce que la loi nous dit que ça ne sera possible que dans certains délais. Et donc, quand j'ai préparé cette intervention, j'étais comme celui qui guette le lait sur le feu, en me disant qu'est-ce qui va sortir comme délai. Et ce que j'avais annoncé d'ores et déjà, et je pense que je vous aurais dit la même chose, j'avais annoncé vraisemblablement, ça ne va pas être des délais très très extensibles, parce que si le législateur a voulu enfermer cette possibilité dans un délai, il faut s'attendre à un délai extrêmement court. Eh bien, la réponse, elle est tombée par le journal officiel du 1er mars, donc vous voyez, c'est quand même très récent, donc c'est le décret du 28 février 2019, et c'est l'article D 311-3.2 qui nous dit, pour l'application de l'article qui concerne cette possibilité de demander un titre de séjour en même temps que la demande d'asile, les demandes de titre de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de 2 mois. On ne vous dit pas à compter de quand, mais moi je vais vous le dire. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée concernant L313-11-11, c'est-à-dire les étrangers malades, le délai est porté à 3 mois. Alors, vous allez me dire, 3 mois à compter de quand? Eh bien, c'est 3 mois, puisque le texte ne veut pas nous le dire. On a la réponse dans une circulaire du 28 février 2019, et à mon avis, c'est assez logique. Donc, c'est dans un délai de 2 mois ou 3 mois, à compter de l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique. Ce qui veut dire qu'au guichet unique, la préfecture doit informer, ça c'est prévu par la loi, elle doit informer la personne qui fait une demande d'asile, on enregistre sa demande d'asile, et la préfecture doit informer l'intéressé de la possibilité de faire une demande de titre de séjour. Donc à mon avis, il y aura la remise d'une brochure ou d'une note d'information en disant voilà, je vous informe que c'est possible. Alors évidemment, commentaire que l'on peut faire, c'est que c'est quand même très court, parce que 2 mois, c'est pas beaucoup. 3 mois pour les étrangers malades, c'est pas beaucoup non plus. Et là où ça va poser sans doute un problème, d'ailleurs la circulaire en parle, c'est que pour les étrangers malades, il y a une condition qui est requise, c'est-à-dire qu'on peut faire une demande de titre de séjour étranger malade sous condition, une maladie grave qui ne peut pas être soignée dans le pays d'origine, et sous condition de résidence habituelle. C'est quoi résidence habituelle? C'est depuis un certain temps. Et depuis un certain temps, c'est quoi? Eh bien, le juge a tranché en disant c'est autour d'1 an. Ça peut être 7 mois, 8 mois.
Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, voilà, je vous livre l'information. Il faudra attendre, prendre un petit peu de recul par rapport à la pratique. Mais si tout ça va très vite, la préfecture pourra vous dire « Non, je refuse, vous ne remplissez pas la condition de résidence habituelle. » Et si on est à 3 mois, alors peut-être un petit peu plus, puisque l'enregistrement au guichet ne va pas se faire dès l'entrée en France, il va se faire un peu après. Mais si on est à 4 mois, 5 mois, si tout ça va très vite, ça sera peut-être un petit peu compliqué de dire « Si, je remplis les conditions, je remplis la condition de résidence habituelle pour les étrangers malades. » Donc ce qui pouvait être considéré comme un progrès, une avancée, se retourne contre nous, puisqu'on nous dit « Oui, vous pouvez le faire, mais attention, j'enferme cette possibilité dans un délai qui est quand même particulièrement court. » Là je vais aller rapidement. Il existe des dispositions concernant le document de circulation pour étrangers mineurs. Donc là, on a simplifié le dispositif. Je n'y insiste pas parce que, sauf si vous avez des questions sur ce point, mais en pratique, on n'a pas forcément énormément de difficultés concernant ce sujet. Vous le savez également, autre innovation dans la loi, puisqu'on en a parlé, c'est le fichier des mineurs non accompagnés, donc qui est prévu par l'article 611-6-1, qui prévoit donc que les empreintes digitales et une photographie peuvent être prises et que c'est cette fois donc la préfecture qui peut convoquer pour les jeunes pour un entretien, qui peut donc prendre les empreintes, et on nous dit que le département doit transmettre à la préfecture le numéro de procédure, aide sociale à l'enfance, la date de fin de procédure d'évaluation et son résultat. Autrement dit, alors c'est des pratiques qui existaient déjà, parce que dans le Maine-et-Loire, vous savez, le département et la préfecture, ils échangent beaucoup d'informations. Là, on dit, on légalise tout ça, avec la possibilité pour la préfecture, pas seulement pour les départements, concernant les mineurs non accompagnés, possibilité pour la préfecture de ficher les mineurs non accompagnés, puisque c'est l'objectif de ce texte. Et vous le savez, il y a un recours qui a été formé contre ce décret par plusieurs associations. Donc nous verrons ce que va donner ce recours contre ce fichier, la création de ce fichier qui est déjà contesté. Des dispositions concernant les parents d'enfants français. Là, ce sont des dispositions qui sont d'inspiration répressive. Alors, je vous rappelle le dispositif, c'est que à la naissance de l'enfant, vous le savez, si les parents sont mariés, il n'y a pas de difficulté. Lorsque les parents ne sont pas mariés, il faut ce qu'on appelle un acte de reconnaissance. Alors, quand je parle de reconnaissance, là, l'hypothèse la plus fréquente, c'est quand même la reconnaissance de paternité. Donc, c'est le père qui reconnaît l'enfant. Et donc, c'est établi par l'état civil. C'est possible avant la naissance, c'est possible à la naissance et c'est possible après. Mais moi, j'ai pas mal d'exemples où, parents d'enfants français, la reconnaissance, elle est faite avant la naissance. Et, alors, vous allez me dire pourquoi je vous explique tout ça, mais parce que la préfecture est particulièrement soupçonneuse. Et donc, elle a innové sur le plan législatif, elle a modifié les dispositions du Code civil concernant la reconnaissance de paternité, création des articles 316-1 à 316-5, et concrètement, cela veut dire que, alors que désormais, au moment d'une reconnaissance de paternité, bien sûr, l'officier d'état civil peut saisir le parquet, le procureur de la République, en cas de filiation invraisemblable. Filiation invraisemblable, autant dire que le parquet n'est jamais saisi. Avec ce nouveau texte, il pourra être saisi plus souvent, parce que l'officier d'état civil pourra saisir le procureur de la République lorsqu'il a des soupçons de fraude. Soupçons de fraude, et donc ça veut dire concrètement, et on va exiger plusieurs documents. Donc le nombre de documents qui est exigé par l'auteur de la reconnaissance de paternité est plus important. Donc on exige de nouveaux justificatifs pour la déclaration, la reconnaissance de paternité. Il faudra apporter des justificatifs d'identité, un passeport, permis de conduire, carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Et donc, cette fois, désormais, nouveau système, l'officier d'état civil dispose d'un nouveau pouvoir d'alerte lorsqu'il existe, je vous cite le texte, des indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse. Indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse. Voilà. Et donc, possibilité de saisir le procureur de la République. C'est une procédure qui existe déjà en matière de mariage. Puisque, comme vous le savez, lorsqu'il y a un mariage, notamment lorsque l'un des mariés est en situation irrégulière, c'est quand même le cas qui se pose le plus fréquemment en pratique, l'officier d'état civil peut dire « j'ai des soupçons, je saisis le procureur de la République » qui peut ordonner, diligenter une enquête, qui peut surseoir au mariage et qui peut même faire ce qu'on appelle une opposition au mariage. Donc désormais, il y aura possibilité d'une opposition par le procureur de la République, à condition bien sûr qu'il ait recueilli suffisamment d'éléments, possibilité pour le procureur d'une opposition à la reconnaissance de paternité. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans cette loi. Et on pose d'autres obstacles à la régularisation des parents d'enfants français, mais là, ce que l'on va viser, c'est plutôt la mère étrangère d'un enfant français, puisque l'article L313-11-6 du Code des étrangers est modifié. Avant la loi du 10 septembre 2018, le parent devait prouver qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire quand la personne dit « moi je suis parent d'enfant français », il faut qu'elle prouve qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion bien sûr de ses ressources. Là, on va exiger une double preuve, puisque le texte précise ceci: le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation ou produit une décision de justice. Ça veut dire qu'on complique les choses pour les parents d'enfants français. Voilà, si je veux résumer les choses, on leur demande d'apporter encore plus de preuves, puisque ça veut dire que c'est non seulement le parent d'enfant français qui doit dire qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, mais c'est aussi l'autre parent. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut apporter la preuve pour les deux parents. Ça risque, d'un point de vue pratique et concret, ça risque quand même d'être compliqué. Parce que voilà, il faut apporter cette preuve, où on nous dit sinon, produisez une décision de justice. Oui, mais enfin, une décision de justice, on l'a pas forcément comme ça, il faut saisir le juge par définition, voilà, et on ne va pas non plus saisir tout le temps le juge. Donc, retenez que pour les parents d'enfants français, on complique les choses, la situation devient plus difficile sur le plan juridique, puisque la preuve devient encore plus difficile à apporter concernant la contribution à l'entretien de l'éducation. Preuve qui doit être apportée par les deux parents et non plus par le seul parent d'enfant français. Et en fait, ça concerne, pour les femmes vont être victimes de la situation, il y a beaucoup de femmes étrangères qui vont être victimes de la situation. Et voilà. Sachant que les pères pourront dire qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il faut qu'ils ne contribuent pas, etc. Et donc la femme concernée, elle risque de se trouver en difficulté. Exactement, c'est ça. Alors, contribution à l'entretien et à l'éducation à proportion des ressources, puisqu'on renvoie aux dispositions du Code civil. Donc, évidemment, on n'exige pas nécessairement d'une contribution financière. Et parce que, effectivement, les personnes en difficulté ou les personnes particulières en situation de précarité doivent pouvoir quand même invoquer ces dispositions-là. Mais il faudra quand même prouver qu'on s'occupe de l'enfant. Voilà, c'est ça. C'est donc absolument contradictoire à l'évolution du droit des femmes, qui quand même est un sujet d'actualité. Oui. Donc là, c'est une mesure contradictoire, une mesure régressive. Oui, on pourrait même peut-être dire discriminatoire. On pourrait peut-être alerter le défenseur des droits. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Étrangers malades, je voulais vous en parler maintenant, mais je pense que je vais en parler peut-être. Je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Je vous en parlerai parce que je voulais, si j'ai le temps, je voulais faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Je vous en parlerai après. Puisque nous sommes sur les titres de séjour, admission exceptionnelle des personnes qui résident dans les organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire, les OACAS. Donc on a ajouté un nouvel article 313-14.1, c'est le fameux amendement Emmaüs.
C'est-à-dire que les personnes qui sont prises en charge par Emmaüs, pendant 3 ans, peuvent obtenir un titre de séjour. Vous allez me dire, mais c'était pas possible avant. Si, ça aurait pu être possible, notamment par le biais de L313-14, c'est-à-dire une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons exceptionnelles ou des raisons humanitaires. Et puis, on pouvait considérer qu'en fonction du nombre d'années de prise en charge par Emmaüs, le critère d'intégration était parfaitement réuni, mais ça n'a pas été admis par la jurisprudence. Il y a beaucoup de jurisprudence défavorable. Là, par contre, on a un texte qui est tout à fait intéressant, favorable. Il faut simplement justifier de 3 années de prise en charge par Emmaüs. Et là encore, le décret d'application est récent, c'est à peu près même date, 28 février, publication 1er mars. Donc il faut justifier de 3 ans d'activité, un rapport du responsable. Et là, il faut quand même que le responsable de l'organisme en question, du centre en question, soit très très favorable, puisqu'il faut qu'il expose la nature des missions effectuées, le volume horaire, le caractère réel et sérieux de cette activité, les perspectives d'intégration au regard du niveau de langue, des compétences acquises, du projet professionnel et les éléments concernant la vie privée et familiale. Donc ça veut dire que sans le soutien total du chef d'établissement, du responsable de la communauté Emmaüs, ce sera difficile. Il faut absolument que ces critères-là soient remplis, puisqu'ils sont précisés par ce fameux décret d'application. Mais ça reste quand même une disposition favorable. Est-ce que ça peut être appliqué à d'autres qu'Emmaüs? Alors, enfin, non, je dis Emmaüs, mais c'est pas que voilà, c'est parce qu'on l'a appelé ça, on a simplifié, on a appelé, c'est pas uniquement Emmaüs, c'est la définition. C'est les organismes qui remplissent une mission comparable, organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire, donc qui ont un statut, et c'est un statut particulier, qui est un statut distinct du salariat, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des salariés, ils perçoivent une indemnité, il y a une prise en charge, il y a des cotisations URSSAF qui sont payées, mais enfin, c'est un statut qui est quand même très très particulier. Donc je parle d'Emmaüs parce que c'est ce qui vient le plus facilement à l'esprit, mais il n'y a pas que Emmaüs, bien sûr. Alors, non, enfin, c'est des organismes qui sont soumis à ce statut particulier. Donc c'est pas salariat, c'est indemnité, prise en charge, cotisation URSSAF. Donc c'est quand même limité, bien sûr. Alors, OQTF, mesure d'éloignement. Alors, obligation de quitter le territoire français. C'est là où je crois que où je vais vous présenter un petit schéma. Donc, dans les obligations de quitter le territoire français, vous savez ce que c'est. OQTF qui vise d'abord... Alors, vous avez plusieurs catégories d'OQTF. Vous avez notamment celles qui visent les demandeurs d'asile. Alors, je réfléchis parce que je voulais vous exposer les choses de façon simple, mais je m'interroge sur la façon de présenter ça. Parce que lorsqu'on a une OQTF qui fait suite à un rejet de la demande d'asile, normalement, c'est une OQTF sèche, c'est-à-dire que c'est mécanique. Il y a un rejet, OFPRA, CNDA, et donc OQTF. Mais il peut se produire que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a une demande de titre de séjour en parallèle qui a été faite, à condition qu'elle ait été faite dans les délais. Et donc là, on nous dit que s'il y a un refus de séjour opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du rejet de la demande d'asile. Alors, on va voir ce que ça donne en pratique. Mais ça veut dire qu'il faudra être vigilant quand on a une obligation de quitter le territoire français qui concerne un demandeur d'asile débouté. Il faudra s'assurer, qu'il n'y a pas eu en même temps une demande de titre de séjour, et bien regarder dans la décision pour voir si par hasard quand même la préfecture n'a pas répondu à cette demande de titre de séjour. Là on a un texte qui nous dit non, le refus de titre de séjour on n'en parle pas. Ah oui, mais si la demande de titre de séjour elle a été faite, il faudra bien que quelqu'un y réponde. Donc là, zone d'ombre, là c'est point d'interrogation. Simplement, le réflexe c'est que si on reçoit une OQTF demandeur d'asile débouté, il faut qu'on vérifie s'il a fait une demande de titre de séjour et qu'on regarde dans la décision s'il n'y a pas par hasard
un refus après la demande de titre de séjour. Quitte d'ailleurs, si le refus n'est pas expressément mentionné, à anticiper et à répondre en disant « je conteste l'OQTF en elle-même », alors c'est pas forcément facile à contester, mais je conteste le fait qu'on me refuse le séjour puisque j'ai fait une demande de titre de séjour et on ne me répond pas ou on me répond de façon négative puisqu'on me délivre une OQTF. Donc voilà, ça je peux difficilement vous en dire plus, simplement c'est un texte qui me laisse un petit peu perplexe et j'attire votre attention sur la nécessité de bien regarder ce qu'il y a dans la décision et de ne pas hésiter à soulever les moyens relatifs à la demande de titre de séjour. Vous le savez, pour les OQTF demandeurs d'asile déboutés, le délai de recours, c'est pas 30 jours, c'est 15 jours. Extension des cas de privation de délai de départ volontaire. Donc normalement, l'OQTF, on vous dit, vous devez quitter le territoire français et vous avez un délai de 30 jours. Donc là, on augmente encore la possibilité pour la préfecture de dire « je vous refuse le délai de départ volontaire », donc c'est OQTF sans délai de départ volontaire, c'est-à-dire vous quittez le territoire français tout de suite. Donc la nouvelle loi élargit le nombre, les hypothèses dans lesquelles c'est possible de supprimer le délai de départ volontaire, et c'est important parce que ça veut dire que dans les OQTF sans délai, il y a aussi l'interdiction de retour sur le territoire français. C'est la conséquence d'une OQTF sans délai. Donc s'il y a plus d'OQTF sans délai, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'interdiction de retour sur le territoire français. La loi élargit les hypothèses dans lesquelles l'administration peut présumer un risque de fuite. Donc, ne pas présenter des documents d'identité de voyage en cours de validité ou refuser de se soumettre au relevé d'empreintes digitales. Donc on ne va pas voir ça en détail, mais sachez que les hypothèses sont plus importantes. Et autre innovation de la loi qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français. Vous savez que ça peut être prononcé, alors généralement, moi les cas que j'ai en tête, c'est pour une durée de 2 ans, ce qui est quand même beaucoup. Mais la loi innove, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ne commencera à courir qu'à compter de l'exécution et non plus de la notification. Et ça change tout, évidemment. Parce que quand vous avez une OQTF qui vous est notifiée le 2 mars 2017, bon, voilà, il ne se passe rien pendant 1 an, les recours, et puis on attend, et voilà, et le 2 mars 2019, on se présente, et puis éventuellement on refait une nouvelle demande de titre de séjour. Sauf que là, ce n'est plus possible. Ça va poser un problème, hein. Ça ne sera plus possible. Pourquoi? Puisqu'on dira, mais non, interdiction de retour, les 2 ans ne comptent pas. Ce qui compte, c'est à compter de l'exécution. Et d'ailleurs, maintenant, on voit apparaître de nouveaux formulaires, c'est-à-dire qu'en même temps que l'OQTF, il y a tout un petit laïus, une explication sur le fait qu'il faut faire viser son OQTF quand on quitte le territoire français, c'est-à-dire exiger des documents qui permettraient de prouver que l'on a bien quitté le territoire français.